fut consigné dans le journal de VW entre le 23 juin et le 30 octobre. La santé de VW demeurait précaire, et les contraintes de la vie à Londres, l'impression, selon VW, que les politiciens affolés et vaussiérants venaient continuellement tenir des meetings dans l'appartement, obligèrent les Wolff à se réfugier à Rodmell plutôt que d'habitude, le 9 juillet. Ils y restèrent, LW allant à Londres une fois par semaine, jusqu'au 11 octobre. VW lisait à bâton rompu, jour au boule et à l'occasion passait toute une heure à travailler sur les épreuves des années, en espérant encore que le livre serait prêt assez tôt pour que la Hogarth Press puisse le publier à l'automne. Mais à la fin du mois d'Août, il apparut que cela la dépassait. Ses lettres, adressées pour la plupart à Ethel Smith, son inlassable correspondante, sont ce qui donne le mieux une idée de ce que fut sa vie durant cette période. De retour à Londres, en bien meilleure santé, VW fut de nouveau capable de mener une vie à peu près normale, mais le poids du travail encore à faire sur les épreuves continuait à l'oppresser. Vendredi 30 octobre, je n'ai pas envie pour le moment d'écrire l'histoire, des mois écoulés depuis le dernier témoignage que j'ai donné ici. Je n'ai pas envie, pour des raisons sur lesquelles je ne tiens pas à m'étendre maintenant, d'analyser cet extraordinaire été. Il sera plus utile, plus sain pour moi d'écrire des scènes, de prendre ni à plume pour rapporter des incidents pris sur le vif. Excellent exercice aussi pour ma plume qui doute et qui trébuche. Suis-je encore capable d'écrire? Celle-là la question, voyez-vous. Et je vais maintenant essayer de vérifier si le don est mort ou s'il n'est qu'endormi. Mardi 27. Je suis allé mardi prendre le thé chez Sibylle. C'était un soir très venteux et très humide. Les feuilles tourbillonnaient le long du trottoir. Les passants retenaient qui son chapeau, qui sa jupe, un homme d'un certain âge, de piètre mine, vêtu d'un complet fatigué, m'ouvrit la porte. On aurait pu le prendre pour un huissier, mais c'était sans doute un adjoint au commissaire-priseur. Lady Colfax demandai-je. Il hocha la tête. Il se figurait que j'étais venu voir le mobilier. Ayant perdu son mari Sir Arthur, Lady Colfax quittait maintenant Argy-et-Flouze, cadre de ses innombrables réceptions, et le surplus de son mobilier et autres devait être vendu aux enchères sur place. VW a utilisé la scène qui suit pour les dernières pages de Suis-je une snob, texte qu'elle devait lire à la séance du Mémoire Club de RR décembre 1936 et qui fut publié après sa mort dans Instant de vie, voire plus haut, 2 février 1936. Note dit venez par ici, me dit-il, et il me conduisit au plus tôt disparu devant moi dans les pièces de service. Ce domaine où tant de repas avaient été préparés à l'époque où Fielding officiait, si discrète, si comme il faut et si cordiale de... Maintenant il y avait là des tables sur lesquelles étaient exposés des services de porcelaine, ainsi que des faisceaux de couteaux et de fourchettes, tout cela évalué et étiqueté. Fielding surgit soudain de ces lieux mystérieux, elle portait encore sa robe grise et son tablier, M avait l'air troublé et à bout de nerfs. « Je ne sais pas où vous mettre ?» me dit-elle avec agitation et, murmurant je ne sais quoi et à propos de Lady Colfax qu'elle devait aller chercher, et de gens qui étaient encore là, elle me conduisit finalement, avec des excuses, à la salle à manger. Cette pièce, d'un brun joyeux et pour ainsi dire succulent, était, elle aussi, préparée pour la vente. La table de noyer avait son étiquette, et les petits ifs de verre posés sur la tablette de la cheminée, et le lustre. C'est une pièce chaleureuse, me suis-je dit, assise sur une des chaises brunes, en songeant à l'extrême timidité que j'avais ressentie et à ma satisfaction ensuite d'avoir surmonté ma terreur d'être mal coiffée et mal habillée. Que ma langue s'était déliée comme j'avais trouvé peu alarmant de m'entretenir avec Sir Arthur à ma droite et George Moore ou Noël Coward à ma gauche. Oui, je m'étais amusée, mais d'une manière complexe. Mon sentiment était fait du soulagement de trouver si peu de choses pour m'effrayer et du plaisir de trouver tant de choses à dire, quand, avec les manières hésitantes et furtives d'un étranger au lieu, qui tient à examiner ce qu'il désirera peut-être acheter, survint un monsieur visiblement venu d'ailleurs, un de ces individus en pardessus marron, que l'on voit aux ventes, mais non aux réceptions données à Argy-Ods, et à peine avait-il commencé à examiner le mobilier que deux élégantes, dont l'une, la plus petite, assez jolie et qu'il me sembla avoir déjà vue souvent, me reconnut au point de me sourire et de faire mine de me tendre la main. Mais il était visible que mon nom lui échappait. Quant au sien, je l'avais sur le bout de la langue, à 28 grammes.
comme c'est triste, tellement triste, me dit-elle, mot que j'avais moi-même adressé à Fielding quand il l'avait trouvée si agitée et bouleversée et qui, alors qu'elle acquiesçait, m'avait paru prête à fondre en larmes. Oui, c'est triste, bien triste, fis-je en écho. Et puis elle me demanda si j'étais venue voir les meubles. Non, je suis venue voir Sibylle. Sur quoi ils reprirent leur ronde, Ava étant surprise, je crois, peut-être même vexée, de cette prétention à une plus grande intimité. Touchant un objet par-ci, un objet par-là, elles entraient dès la pièce attenante, quand Sibylle en personne vint jeter un coup d'œil par la porte entrebâillée. Rapide et furtive, elle me fit signe de venir, comme si elle avait voulu m'arracher en secret à un monde désormais purement conventionnel et sans pis rien d'amical, pour m'entraîner vers quelque traversée la pièce. Nous entrâmes d'aux mystérieuses destinations. Après avoir donc au salon, dont elle ferma la porte non sans soupiré quelques explications, pour se laisser tomber sur le divan. Ma main nue s'attarda un instant sur la main nue de Sibylle de son nez, de grosses poches souris tenaient au fait. Qu'y avait-il malin et si Aïe trahi ne doutait pas, on se ressentir une vraie sympathie, mais Sibylle avait l'air d'un oiseau des et sec ne s'y attêté, péprelon, et, par homme sissi, nsleas niglic, rue XL, moins que 7 courées de part et centilitres, attité. Mais est-ce un profond LL2 Fielding était agi fidèle M de charge K Lady 011, 111, 1214, avoir lu un poème, je me suis dit que j'avais tout compris. À 18 ans, moi, 111 y ne connaissais rien de la vie. Je vais rassembler une anthologie pour les amants. Et, à la maison de santé, j'ai relu des lettres, des petites notes d'Arnold Bennett, de Walter Raleigh. Après le dialogue, essayons de la narration. Elle parlait par à-coups, avec agitation, comme une poule qui bat des ailes au bord d'un abîme. Une courageuse poule. Voilà qu'on lui ait dit maintenant qu'elle a un cancer du sein. Mais je n'ai pas toujours su faire la juste part de la pause. Je vais me montrer à Virginia sous un jour poétique et détaché, et celle du panache authentique. Habituée depuis longtemps à un éclairage artificiel, elle ne peut plus s'en passer. Dans l'obscurité, elle se débat comme le fait une chauve-souris dans une pièce éclairée. L'obscurité l'aveugle, c'est-à-dire que lorsqu'elle est seule, lorsqu'elle n'est plus stimulée et orientée par les vues d'autrui, elle est mal assurée, elle s'embourbe. Avec nous il en va tout autrement. Mais que ce soit ou non de l'imagination de ma part, je continue à sentir que quelque chose d'authentique sort du plus profond d'elle-même, un désir de lutter contre l'adversité, par moments un désir de s'effondrer, mais elle s'est déjà relevée et remise en route. Quand la porte s'est ouverte sur Fielding qui annonçait « La voiture est là », m'lady, elle fut toute contente de cet appel à l'action, et nous nous sommes précipités dehors, dans le vent, précipités à travers les rues éclairées, frémissantes, assises toutes deux dans la Rolls-Royce, tandis qu'elle me racontait des histoires, adroitement et même brillamment en fait, à propos de George Moore et de Well, de Henry James et de Carrie Balestier, Mrs. Rudyard Kipling. La machine s'était remise en marche après sa passagère paralysie. Dans Mount Street, elle sauta au bas de la voiture, pour une visite d'affaires. Ensuite elle irait à un concert, puis à un grand dîner. Mais dans ce récit rapide j'ai oublié d'écrire mon adieu à Argyle-Oscan, après avoir franchi en compagnie de Sibylle les doubles portes, descendu la petite allée, je me suis arrêté un instant à la grille de fer forgé. Mardi 3 novembre, les miracles ne cesseront jamais. Elle, en fait, aime les années. Jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au chapitre du vent, 1908, il pense que c'est aussi bon que mes autres livres. Je vais rapporter ce qui s'est exactement passé. Dimanche, j'avais commencé à lire les épreuves. Arrivé à la fin de la première partie, j'étais au désespoir, un désespoir glacé mais convaincu. Hier, je n'y suis forcé à lire jusqu'au chapitre du temps présent. Une fois arrivé là, je ne suis dit, c'est heureusement si Matty, que la question ne se pose même plus. Il faut que j'aille porter les épreuves à elle comme on porte un chat crevé, pour lui dire de les brûler sans les lire et ceste, bien ce que je lui ai dit. Alors un poids m'est tombé des épaules. C'est la rire vrai, je me suis senti délivré d'un énorme fardeau. Il faisait un temps froid, c'est très gris, et je suis sorti ni promener. J'ai traversé le cimetière où se trouve la tombe de la fille de Cromwell, et descendu Grelin, vers Zolorn, et suis rentre-cessé. Je n'étais plus maintenant Virginia, le génie, ni à simplement un je ne sais plol, dois-je dire esprit ou corps,
parfaitement insignifiant mais it, et très fatigue. Le cimetière, situé au nord des l'hospice Docteurs Enfants Trouvés, était alors appelé St. George, gardant Mrs. Gibson, la petite fille d'Oliver Cromwell, y enterrée en 1721, et signifiant, mais le fait hernal d'un écrivain d'Onnua, magnétique. Novembre 1936 très vieux, mais en même temps comblé d'envisager de vivre ainsi pendant 100 ans avec Léonard. Nous avons donc déjeuné dans la grisaille d'une acceptation gênée, et j'ai dit à elle, je vais écrire à Richmond de m'envoyer des livres pour que j'en y fasse la critique. Les épreuves vont coûter, je suppose, entre 200 et 300 livres, que je prendrai sur ma réserve. Comme j'ai 700 livres, il m'en restera 400. Je n'étais pas bien malheureuse, et elle m'a déclaré qu'à son avis, il se pouvait fort bien que je me sois trompée sur ce livre. Après quoi, quantité de gens bizarres. Monsieur Mainfort, couleur d'acajou, maigre, avec un chapeau melon très dur et une canne, que j'ai installé au salon avec une cigarette. Monsieur M, très lourd et très large, qui m'a dit pardon et a frappé à la porte. Puis Lord et Lady Cécile ont téléphoné pour nous inviter à déjeuner avec l'ambassadeur d'Espagne. Je commence à bâtir 3 guinées. Puis après le thé, nous sommes allés à l'exposition du livre du Sunday Times. C'était irrespirable. Je me sentais complètement morte et infiniment lasse. Miss White s'est approchée de nous 4. C'est une petite bonne femme dure, avec un visage de bois, à l'expression enjouée. Puis Ursula Strachey est venue de chez Duckford, en face, et nous a demandé, vraiment, vous ne savez pas qui je suis, et j'ai revu en pensée un fleuve au clair de lune. Ensuite Roger Say nous m'a tapé sur l'épaule. Nous sommes rentrés à la maison et elle s'est mise à lire sans prononcer un mot, et j'ai commencé à me sentir véritablement déprimée. J'aurais bien pu écrire les années tout autrement. J'ai imaginé un sujet pour un autre livre. Il serait à écrire à la première personne. Cette forme ne pourrait-elle pas convenir pour Roger? Et je fus submergée par une de mes atroces bouffées de chaleur et de profonde somnolence, comme si le sang cessait d'irriguer mon cerveau. Tout à coup, elle a posé l'épreuve qu'il lisait et déclaré qu'il trouvait cela extraordinairement bon, aussi bon que les livres précédents. Maintenant il poursuit sa lecture, tandis que moi, épuisée par l'effort d'écrire ces pages, je vais monter lire le livre italien. Mercredi 4 novembre, elle, qui a maintenant lu jusqu'à la fin de l'année 1914, continue à penser que c'est extraordinairement bon, très étrange, très intéressant, très triste. Nous avons discuté de ma tristesse, mais ce qui me tracasse, c'est que je n'arrive pas à croire qu'il ait raison. Peut-être est-ce simplement que j'ai exagéré les insuffisances du livre et qu'en conséquence, ne l'ayant pas trouvé si mauvais, il en exagère les qualités. Si l'on doit le publier, il faut que je m'attelle dès maintenant aux corrections. Et comment le Sir Bruce Richmond fut de 1902 à 1937 rédacteur en chef du TLSVW avait apporté régulièrement sa contribution de critique littéraire jusqu'à ce que le revenu de ses propres livres lui permette d'abandonner le journalisme. L'individu, couleur d'acajou, l'écrivain et sociologue américain Lewis Mainfort, 1895-1990, qui se trouvait à Londres à ce moment-là. D'après LW, les nombreux étrangers s'appelleraient Reed, Parker, etc. VW connaissait les Cécile, pour Lord Robert, voire aussi, plus loin, 17 novembre 1936, et Nelly, sa femme depuis le début du siècle. Lui était un des architectes de la Société des Nations, dont le député secrétaire général de 1933 à 1936 avait été ce fiordon Pablo de Ascarat y Cloré, 1890-1971, lequel venait d'être nommé ambassadeur du gouvernement espagnol républicain. Les Wolf ne le virent pas, alors, mais LW devait le rencontrer par la suite. La 4e exposition annuelle du livre, organisée par le Sunday Times, au Dorland Hall, Lower Regent Street, du 2 au 16 novembre. La Hogarth Press y occupait le stand à 10, 4, Antonia White, 1899-1980, journaliste, publicitaire et auteur. Son roman, plus ou moins autobiographique, Frost in May, Gel en mai, avait paru en 1933, 5. Ursula, nièce de Lytton Strachey et Roger Say-Nous, le dernier amour de Lytton, s'occupait tous deux d'édition. Elle travaillait chez Duckworth,
Lui était un des associés de C.K. Warburg. Pourrais-je? Une phrase sur deux m'a paru mauvaise. Mais je vais laisser de côté la question jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa lecture, c'est-à-dire ce soir sans doute. Pour l'instant je dois recopier mon article pour le Daily Worker, puis Watson va venir. Ensuite qu'à déjeuner. C'est une des situations les plus déconcertantes que j'ai jamais eu à affronter. Bien entendu, nous pouvons demander l'avis de Morgan. Jeudi 5 novembre, le miracle s'est accompli. Elle a posé le dernier feuillet vers minuit, hier soir. Il ne pouvait parler. Il était en larmes. Il a déclaré « C'est un livre absolument remarquable, il l'aime plus encore que les vagues. » Pour lui, cela ne fait pas l'ombre d'un doute que l'on doive le publier. Moi qui ai été non seulement témoin de son émotion, mais l'ai vu si absorbé dans sa lecture au point de ne jamais s'arrêter, je ne puis mettre en doute son opinion. Et que dire de la mienne? Toujours est-il que j'ai vécu un moment de soulagement divin. Je ne sais pas encore si je me tiens sur mes pieds ou sur la tête, tant a été stupéfiant le renversement de la situation depuis mardi matin. Je n'avais encore jamais fait pareille expérience. Voilà qu'il pleut à verse alors que nous devons aller à l'Oua pour les feux d'artifice. Elizabeth Watson et K, hier, et l'exposition du livre, une flânerie dans Victoria Street, etc. Lundi 9 novembre, il me faut prendre quelques bonnes résolutions au sujet de ce livre. Je le trouve extrêmement difficile. Je me désespère. Il me paraît si mauvais. Je n'ai que le jugement de elle à quoi me raccrocher. Puis je m'affole. Pour me calmer, j'ai entrepris d'écrire un mémoire, de faire la critique d'un livre pour le listonner. En résultat, mon esprit s'emballe. Or je dois le fixer sur les années. Il faut que je corrige mes épreuves pour les envoyer. Je dois y attacher mon esprit toute la matinée. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution et puis me permettre de faire quelque chose d'autre entre le thé et le dîner. Mais le matin me plonger à fond dans les années. Si le chapitre est difficile, ne pas m'y absorber trop longtemps. Puis écrire dans ce cahier, mais ne pas me lancer dans une autre composition avant le thé. Quand j'aurai fini, nous pourrons toujours consulter Morgan mardi 10 novembre dans l'ensemble. Cela s'est mieux passé ce matin. Il est vrai que mon cerveau est si fatigué de ce travail qu'il se met à souffrir au bout d'une heure ou presque. Il faut donc le cajoler, l'immerger doucement. Oui, je pense que c'est bon que très difficile en son genre. Hier Darn est venu prendre le thé. Jeune homme du métier, très noir et obtenu de VW un article pour le Daily Worker. Pourquoi l'Ardati Rouy va un Neubert avec elle un pétique étendu, tenu en laisse. Très accablée par son travail et par la responsabilité morale, Elizabeth Watson, 190-1955, peintre, charmante et persuasive conintiniste, unie de Quentin Bell paru dans le numéro du 14 décembre. Car Arnold Forster, né .Ox, chez Kill et Wolf, y vêtait un séjour, à Lénore en Cornouailles, Tuef, y plutôt cette année-là, c'était une entrée particulière NM secourable pourrue durant la dépresompie, VW en 1913-1914. L'anniversaire de la conspiration des poudres, R, novembre, M1, 0 I.-4, Bray Avenue ETHL particulier le par les diverses sociétés locales, P, IR Tradition, IOPERNB 19.36 de maintenir, la BBC au niveau de Cambridge. Un gentil jeune homme d'un Cambridge démodé neuf. Auparavant j'étais allé rejoindre le Red Lion et voilà qu'a fondu sur nous Kingsley Martin, qui m'a paru tout pâle, le teint plombé, ravagé, malsain. Ma pitié, bien entendu, a refait surface, et, bien entendu, il m'a demandé de faire la critique de l'autobiographie de Chesterton qu'il tenait à la main. Nul doute que je pourrais gagner ma vie de cette manière, si je le voulais 10. En fait, les anciennes fontaines ont simplement besoin qu'on les débarrasse de ce livre pavé posé sur elles pour se remettre à jaillir. Je me demande si quelqu'un a jamais autant souffert pour écrire un livre que je l'ai et, moi, pour écrire les années. Une fois qu'il aura paru, je ne le regarderai plus jamais. C'est comme un interminable accouchement. Je pense à cet été, chaque matin un mal de tête, et moi en chemise de nuit, qui me force à entrer dans cette pièce et qui doit m'étendre après une page, et toujours la certitude d'un échec. Certitude enfin miséricordieusement dissipée, jusqu'à un certain point. Mais pour l'instant je me sens indifférente à l'opinion d'autrui, pourvu que je sois débarrassée du livre. Et pour je ne sais quelle raison, j'ai aussi l'impression qu'on y respecte, qu'on m'aime. Mais ce n'est que le voile de la danse de l'illusion toujours changeante.
Ne plus jamais écrire un gros livre. Pourtant je crois que j'écrirai d'autres romans encore, que des scènes vont prendre forme. Mais je suis fatiguée ce matin. Trop de tension et trop de hâte hier. L'article du Daily Worker. Madrid qui n'est pas tombé. Chaosil. Massacre. La guerre qui cerne notre île de toutes parts. Mathiron est revenu et Gébrénan. Dînons ce soir chez Adrien. Mercredi 11 novembre, anniversaire de l'armistice, que nous avons complètement oublié. Je poursuis calmement n'y attache, plutôt honteuse de mon extrême lenteur. Ne peut pas non plus faire la critique de Miss Wetton. Jouer à Kerley 14 ne me permet que 800 mots pour un article non signé, et 1500 s'il est signé. Amusante illustration de l'efficacité du capitalisme. C'est la marque que l'on veut, non le produit. Mais de toute manière le livre est mauvais la plupart du temps, et résumer Miss W en 800 mots n'en vaudrait pas la peine au regard de la vérité éternelle ou de n'importe quelle vérité. Non, le désir de faire de la critique s'éteint en moi lorsque George Barnes, demi-frère de Mary Hutchinson, voire plus loin, 10 décembre 1936, fut de 1930 à 1935 secrétaire adjoint de la Cambridge University Press et venait d'entrer au BBC Talk Department, qu'il devait, par la suite, diriger. Kingsley Martin, 1897-1969, rédacteur en chef du New Statesman et Nation depuis 1931, devait conserver son poste jusqu'en 1960. G.K. Chesterton était mort au mois de juin. Le NSN donna une critique de son autobiographie et d'un recueil de morceaux choisis de son œuvre, dans le numéro du 21 novembre 1936. Elle était signée de Kingsley Martin lui-même. VW avait rendez-vous avec LW à l'Old Red Lion Pub, à l'angle de Red Lion Street et Holborn en face des bureaux de NSCS. La guerre civile éclata en Espagne au mois de juillet, alors que VW était souffrante, à Rodnell. Au début de novembre, le gouvernement étant alors installé à Valence, Madrid fut assiégé par les forces dissidentes du général Franco et subit un lourd bombardement le 9, mais continua à résister jusqu'en mars 1939. Le provençal Charles Moron, ayant dû renoncer à la recherche scientifique à cause d'une mauvaise vue, avait été encouragé par son grand ami Roger Free à entreprendre des traductions de M. Forster, de VW, et à écrire sur des sujets d'esthétique. L'écrivain Kral Brennan vivait en Andalousie depuis 1920. Les Wolff avaient fait un séjour chez lui en 1923 mais, du fait de la guerre, il avait regagné l'Angleterre. Joe Ackerley, rédacteur littéraire du Listonnet, avait envoyé à VW un exemplaire de Miss Vetodk, Journal of Agrovrues, 1807-1811, présenté et annoté par Edward Hall, 1936. VW ne donna pas de critique de l'ouvrage mais elle en cita des passages dans 3 Guinées, p. 319 à 320 versions françaises. J'ai le livre en main. Expérience assez intéressante en son genre. Une fois de plus, cela confirme le bien bidé de mon projet d'une feuille indépendante. Le dîner chez Adrien hier soir. Un homme robuste, du nom de Rick Mani, était là, T1 et Karine très affairés et amicaux et tous jouissant de la vie mieux qu'autres, QT et foi, à mon avis. Adrien est très mince et frêle, plein de distinctions. Dans l'ensemble, Jalil est mieux dans le courant de la vie, moins réservé. On a beaucoup parlé psychanalyse, et cela m'a plu. C'est un vrai soulagement que de pouvoir parler d'autres choses que de politique. À propos, elle a posé le livre de Bertie XVI juste au moment de partir, et dit, cette fois, j'ai pris ma décision. Il est devenu isolationniste. Je la croyais l'être, pour d'autres raisons, tous ces derniers mois, mais pour des raisons âmes différentes. C'est là, je veux les examiner, mais pas ici. La famille de Rick Moët a toujours habité le Way. Il se souvient des jours où il fallait porter des grosses belles lunettes pour se protéger et de la paille mouillée. Karine est ravie de gagner 800 livres. C'est une femme très insatisfaite puisqu'elle insiste toujours sur ce fait. Mais enfin je ne suis plus aussi sévère, moi non plus. J'ai corrigé 110 pages, et c'est Hélène plus mauvaise. Ou du moins je l'espère. Tout Mirdon, Condin de C, dont Lord Robert Cecil pour le thé. Il s'est épaissi, mais il a encore les mouvements encre rapides d'un homme mince. Son visage est rond comme la lune, rose et bronzé, alors qu'il avait été autrefois maigre et d'une pâleur cadavérique. Lui-même est plus bien réveillant, vraiment plus épanoui, PLUS à l'aise. C'est un homme du monde. Il a une air,
Petite frange de cheveux encore bruns, très fins, derrière la tête. Des yeux brillants, 5 pleins de gaieté, était de bonne humeur malgré l'état du monde. Mais c'est qu'il a d'AVC dit, je pense qu'il y a plus de vitalité qu'on ne le croit, tant dans les hommes que dans les institutions. La Société des Nations s'est révélée être un échec. N'importe. Ou pays il nous faut encore essayer. Je me suis laissé convaincre par Winston. Une alliance amie entre France, Angleterre, Russie. Bertrand Russell est fou, complètement fou. Politique nous dire que nous devons nous soumettre à Hitler. Faire ce que nous dit Hitler terne, Dr John Rickman, 1891-1951, pionnier de la psychanalyse en Grande-Bretagne, à partir de 1931. Il fut rédacteur en chef du British Journal of Medical Psychology et contribua de 2 volumes à la collection publiée par la Hogarth Press et l'Institut de psychanalyse. Which way to pass? Quel chemin pour la paix? Définissait l'isolationnisme comme la doctrine à combattre pour défendre l'Empire britannique. Il implique que tout État est fondé à se battre pour défendre son propre territoire, mais non à déclarer la guerre pour toute autre cause, LW, qui était déjà parvenu à la pénible conclusion que le réarmement était une nécessité pour parer à la menace grandissante du fascisme, n'étant fait partisan d'une politique étrangère isolationniste, lui penchait pour un système de solides alliances internationales. Lord Robert Cecil, mari de Lady Eleanor, Nellie, Cecil, vieille amie de VW, avait été créé vicomte Cecil de Shelwell en 1923, lorsque Stanley Baldwin l'avait chargé des affaires de la Société des Postes dont il démissionna en 1927. Quand le gouvernement conservateur refusa d'accepter une parité VECI, accent aigu américain en matière de désarmement naval. Plein d'énergie influe, il fut président de la Ligue, IE la Société des Nations, le 1923 à 1945. Quant à Winston Churchill, dans le désert politique il travaillait alors, préoccupé surtout de la menace grandissante que constituait, pour la paix les tactiques de Mussolini, et il s'était fait l'avocat du réarmement et d'alliance destinée à renforcer l'autorité LETI convergeti, 1,11 U, de la Société des Nations 18, dernier Nix CR professeur 19 SR Rutl sont VGT place et dit. DL 11 litres il balie 1220 jeunes du parti travailliste sont tenus en lisière jusqu'à ce qu'ils atteignent 40 ans. J'avais envie de lui demander de m'appeler Virginia, mais me suis retenue. C'est à peu près tout. Chapman 22 vient aujourd'hui. Moron est venu dîner dimanche. Encore un homme bien. A raconter des histoires DR6 les concernant Roger, son auto, Josette. Mardi 24 novembre me voilà de nouveau aux prises avec mon petit dilemme. À la fois si libre et si écrire, enfermé. L'avenir. Que vais-je écrire? Oui, je crois que je puis rire, etc. J'ai commencé 3 guinées hier, et cela m'a plu. Aujourd'hui les anciens ennuis de ménopause, ne peux pas m'en débarrasser, les veines gonflées, les picotements, les bizarres défaillances, le sentiment de désespoir. Le cerveau est insuffisamment irrigué, et trop chaud ou froid. Le curieux, c'est que je sois contente de déjeuner chez Cliff pour faire connaissance de MME de Polignac. Contente d'avoir un chapeau neuf, un feutre noir, que j'ai acheté hier après avoir eu elle à déjeuner. Contente qu'elle en aurait 23 vienne dîner ce soir, et de n'être pas seule. Seule, je suis sujette à ces trans et ces comas, dus, sans doute à la ménopause, mais qui sont si gênants quand j'ai besoin d'être lucide pour lire. Ces malaises provoquent une étrange pulsation. J'ai cependant été bien portante et joyeuse depuis la merveilleuse révélation de elle, l'autre soir. Je me suis réveillée de la mort, du non-être pour me mettre à vivre. Quelle incroyable soirée! De quel fardeau n'ai-je pas été débarrassée? L'anthologie de Yéa a apparu. Suis-je jalouse? Non, mais déprimée de sentir que je ne suis pas poète. La prochaine fois, je le serai. J'ai repris pied. Quoi qu'il arrive, je ne crois pas que je puisse être détruite maintenant. Seulement, travailler sans relâche est essentiel. Roger, etc. Temps froid et humide. Nous sommes montés à Londres dimanche, à travers le brouillard. Des silhouettes en émergeaient brusquement. Le gentil monsieur au journal. Je roulais à côté de lui. La voiture a heurté un mur, l'aile était toute abîmée. J'ai marché sur le rebord du trottoir, traversant Wimbledon et Wandsworth où il n'y avait plus de trottoir. Là, perdu dans la brume, sans aucun repère,
Je continuais pourtant d'avancer. Un petit garçon, vrai gamin des rues, émergea soudain. Des gens alignés sur le trottoir observaient les voitures égarées. Un autre homme vint nous guider et me suggéra de me reposer. Dans la voiture, regardant autour de moi, je m'aperçus que le journal était de Black Sheep. J'ai remis pied à terre et, juste au moment où nous commencions à penser qu'il nous fallait trouver un garage et rentrer chez nous par le métro, un conducteur d'autobus nous a dit que quelques centaines de mètres plus loin le brouillard était dissipé. Et par miracle c'était vrai. L'air avait la transparence du verre et les lumières brillaient. Nous sommes donc rentrés. R.W. Chapman, 1881-1960, secrétaire des délégués de l'Oxford University Press de 1920 à 1942, qui, né publier les romans et la correspondance de Fan Stan, vint prendre le thé chez les Wolff le 17 novembre. Los Coët Mellec était une Française tuberculeuse dont la liaison avec Roger Fries était terminée par un suicide. VRVW, journal, 14 juin 1924. Lilan Henray et Gérald Lirénan dînèrent avec VW ce soir 11 un litre. W était sorti pour le miner de C.A. Libelle, voire plus loin, 25 novembre 1936, note 29, 24. Le Oxford Book of Modern Verse, annoté et présenté par W.B.A. de Black Shearl, qui paraissait chaque semaine, était l'organe de The British Union of Fascists britannique des fascistes. 12Y a également écrit mon mémoire. Suis-je une snob vraiment pour se cuter et des scènes? Les aimés m'ont appris quelque chose. Mais valent tel qu'on le traite, il est envie de consacrer un certain temps des écrits personnels, avec Ness peut-être. Dottie est accablée d'éloges. Moi je me hérisse tout à la pensée qu'elle se prête à une publicité tapageuse et laisse imprimer sa photographie. Cette vieille est-elle dit que ce n'est qu'un détail. Il est bien possible qu'elle ait raison. Malgré tous ses travers, elle a beaucoup de compétences et de mesures. Elle m'a beaucoup touché en me faisant cadeau de son petit carnet de 4 La femme dans le train, joliment relié avec une dédicace. Voilà qui m'émeut infiniment quand je suis abattue. Mais je ne vais pas me laisser abattre. Je veux reprendre le dessus, aller encore tenter ma chance, comme la mouette de Meredith. J'aimerais trouver un moyen de faire de la critique rapide, comme celle que j'ébauche dans ce cahier. Mercredi 25 novembre, anniversaire de Elle la princesse, grande dame au teint de cire, très belle, au regard bienveillant, nullement formidable. Rosamond, Eddie, Lord Bumey, conversation d'un bout à l'autre très brillante. L'impression familière d'en avoir fini avec cela, alors que ce n'était qu'à moitié vrai, et les divers changements d'éclairage, l'intimité, puis le superficiel. Grand froid, journée grise, aveugle, le même sujet revient. Sibylle, même plaisanterie de Lord Bumey. Rose Arnon éteinte, hésitante, moi plutôt inégale. La princesse en dehors des choses, et il va falloir que je déjeune avec elle et elle demain. Dorothy, Dottie, Wellesley, Lady Gerald Wellesley, 1889-1956, avait parrainé la collection des poètes vivants de la Hogarth Press, dont elle préparait aussi les volumes pour la publication. Elle était une amie privilégiée et une grande admiratrice de W.B.A., dans l'anthologie fantaisiste duquel ses propres vers avaient été indûment offerts au public, choix en général mal accueillis par la presse. Dans son autobiographie Strea of Life, Lambeau de vie, Ethel Smith fait allusion à son carnet de notes, qu'elle conserve toujours précieusement, dans lequel elle a noté les paroles de l'héroïne du récit Aventure dans un train. La dernière stance de Juggling Jerry de Meredith, 1859, I might well, by the C.B.A. Leing, on cite long on Tungul Wibel, which, had non go up, were flying do du abiquave that sparked and swelled, crack, devant a gun one fell, de second well drowned in twice, and was off for net, Lugder in the dark et white wing beck on drop me Riam de Birdeas truc je m'en souviens, étendu sur la plage un jour, il y a bien longtemps. Nous regardions deux mouettes fuyant la vague étincelante qui s'enflait fit un fusil. L'une tomba, l'autre, après avoir 2 fois tourné en rond, partit tenter sa chance ailleurs. Dans le noir son aile blanche faisait signe envoie-moi un baiser. C'est moi l'oiseau frappé à mort. La princesse de Polignac, née Winaretta Singer, 1865-1943, héritière d'une immense fortune qu'elle est de son père, le fabricant américain de machines à coudre. Veuve du prince Edmond de Polignac, elle horisait les arts et les sciences en Europe.
C'était aussi une vieille amie des Tell-Smith. Clive Bell avait été chez en novembre dernier à Paris. Toutes les précédentes tentatives, tant des Tell-Smith que de Clive, pour lui reconnaître VW, avaient échoué et c'était en Free la première fois qu'elles se rencontraient. Les autres invités live étaient la romancière Rosamond Lehman, Mrs. Vaughan Phillips, deuxième des 3 sœurs aînées de cette lemme de ENN, l'honorable Édouard Sackville-Ouest, cousin de Vita et héritier des titres des Sackville, écrivain haïtien, et le compositeur, auteur, peintre et original, Yorli Ernest, 188 pieds, et un Q50 vendredi 27 novembre autre déjeuner avec la princesse, au Claridge où de toutes mes 54 années, je n'avais encore jamais mis les pieds. On se croirait dans une maison particulière, somptueuse et raffinée. La petite nièce française des Polignac, chanteuse, Nadia Boulanger, compositeur et professeur, tout en noir. Sœur Erstor 31, qui rappelle Georges Duckworth, snob, très vain et, en plus, désapprobateur. L'homme cordial qui s'est refroidi. Pareil à du bœuf en dos prise en gelée, et que de choses à manger une bonne moitié restait sur nos assiettes. Elle s'exprime en un anglais admirable, savoureux. L'élégante dame au visage pâle, au collier de perles, l'écoute. Comment elle est allée en prison. Les Polignac ne sont pas d'un intérêt primordial. C'est Nadia Boulanger qui m'a plu. Elle a essentiellement le type de l'institutrice aux vêtements fatigués, et française, se tient très, très droite, a du chic, n'est nullement mal fagotée, mais un peu râpée, a une broche sans valeur, mais la porte exactement là où il faut. La petite paix manque de vitalité, est jolie, dit les femmes doivent avoir des hommes. Nadia Boulanger dit qu'ils gouvernent la France à force d'influence. Il est vrai qu'ils ne peuvent obtenir de passeports officiels, mais que tout s'obtient, tout fonctionne officieusement. Store et viril, ne boit du vin que le soir. Lit selon les saisons, Dante, Homère, Shakespeare, écrit ses mémoires. C'est un vaniteux, un personnage sans importance, je crois, mais un familier du roi il voudrait venir ici. Pourquoi P, avec tact, a relégué est-elle pris contact avec dans l'ombre. Est-elle été la seule personne P demandé d'exposer raison à avoir des cas Martin pour lui aider, Nadia B excepté. Je crois que je devrais lire Dante les faits du point de le matin. Ce ne fut donc pas une affaire bien formidable ni vue du roi. Puis excitante. Je suis rentrée à pied en manteau de velours noir lui ai dit d'attendre. La journée n'avait pas été trop mauvaise. J'étais contente de finalement, après le me sentir si détachée. Elle avait une histoire confidentielle au grand scandale, sujet du roi et de Mrs. Simpson, que lui a rapporté Kingsley. Il donna une version Martin dans le plus grand secret 32. Et dîner seul, lut les lettres très fantaisistes. Les 2 sœurs Thomas Brown. J'en reviens à une nourriture plus familière du roi lui solide. Mon esprit se disperse encore facilement, mais déjà confié alors, dans moins souvent. Il faut que je travaille et je dis à Sally j'ai le plus grand secret, ce il en était de qui souffre, je crois, considérablement et devrait rompre c'est que la difficulté sexuelle fiançailles au lieu de se faire si chanaliser 33. Autoline après le thé. Vais-je lui payer parler de cette Fontainant et des lettres de Marie-Blanche de Polignac, née dit Pietro, en fait n'était pas une nièce de la princesse mais l'épouse du comte Jean de Polignac parent de feu son mari. Soprano, elle tenait un salon musical à Paris. La française Nadia Boulanger, 1887-1979, compositeur et du fait du silence imposé à la Sion de Viegit Hall Rotite, Symphonie Orchestra Okean Hall le 24 novembre et elle devait d'offense Clit et Snitlisrsi, T7 Lotica Everett en décembre. Sir Ronald Store, 1881-1955, qui utilisait autorité sur le Proche-Orient, avait été au Tivril Jérusalem et de la Judée, de Chypre et de la Rhodésie du Nord. Ses mémoires, Orientation, furent publiés épais 1937 presse, le public britannique, Ngmeral, resta dans l'ignorance des faits des Spulations sonernant la vie privée du roi et le crise constitutionnel qui menaçait du tête de sa bien arrêtée d'épousée Emmanuel Simpson, américaine 2 fois divorcée. Y a première allusion à cette de frais SPL, 11, le grand scandale, dans les journaux de Londres, fut faite le 3 décembre. L'éditorial de Camartin, King and Country. Roi et pays,
paru dans le NSN du 5 décembre 1.3t, il précliait un mariage morganatique. Lisabeth Sully, grave, née en 191.1, sortie S. Oxford en 1935 et fit la sauce des Wolf un an plus tard. 1. W. Omerville Colge W. En janvier 1937 à Lyme, Jo est à Hogarth Presbyté en 1939. Elle épousa Herseg Bilvé, les naines écrire son histoire du Hoïté Liton. Elle va se redresser de toute sa hauteur et gonfler son capuchon de cobra si je m'y risque TM. Une 29 novembre au contraire elle s'est faite toute petite et s'est montrée interloquée. Elle n'a pas tenté de se défendre, n'était que gêne et angoisse et a reconnu que j'avais raison pour ce qui est de Stefan et des lettres de Liton. Seulement elle avait oublié qu'elles contenaient quoi que ce fût d'intime. Stefan était venu à l'improviste, il avait un petit sac de montagne. Elle avait eu pitié de lui. L'âge commence à peser sur elle. Elle est toute desséchée. Tout son velouté s'est usé. Un dit 30 novembre et il n'y a vraiment aucune raison, à mon avis, pour que je me tracasse au sujet des années. Il semble que le livre s'arrache de l'ornière à la fin. En tout cas, c'est un livre tendu, réel, vigoureux, qui a sa beauté et sa poésie aussi, un livre bien nourri. Je viens de le finir, me sens quelque peu exalté. Il est différent des autres, bien sûr, contient, je crois, plus de vie réelle, plus de sang et d'os. Mais, de toute façon, malgré des passages d'une inconsistance consternante et des grincements au début, je ne pense pas qu'il ait lieu de passer mes nuits à trembler. Me voilà rassuré. Cela, je me le dis en toute sincérité, pour tenir bon pendant les semaines d'ennuyeuses attentes. Et je n'ai pas besoin non plus de me soucier de ce que disent les gens. En fait, je m'incline bien bas devant cette femme profondément déprimée, moi-même, qui avait si souvent mal à la tête et qui était si persuadée de son échec. Car, en dépit de tout, je crois qu'elle a mené sa tâche à bien et mérite des compliments. Comment y est-elle arrivée avec cette tête pareille à un vieux chiffon? Je n'en sais rien. Mais maintenant, du repos, et j'ai bon décembre maintenant nous voilà, sans roi, avec une reine, quoi. L'affaire Simpson est apparue au grand jour. C'est le mercredi 2 décembre que l'évêque a épilogué sur le manque de piété du roi. Jeudi tous les journaux, le Times, le Daily Telegraph ont fait allusion, très discrètement, à des difficultés familiales, d'autres, à Mrs. Simpson. Tout Londres bavardait joyeusement, ou, pour mieux dire, avec excitation. Nous ne pouvons avoir pour reine une dame Simpson, c'était là l'idée générale. Elle n'est pas plus royale que vous et moi, c'est ce qu'a dit la jeune femme de l'épicerie. Mais aujourd'hui, avant que le Premier ministre ait fait sa déclaration à la Chambre, nous avons commencé à ressentir une forte sympathie humaine. Nous disons, au diable tout cela. L'ère victorienne est révolue, qu'il épouse qui il veut. Au beefsteak l'honorable Stefan Tennant, 1908-1987, peintre et esthète, neveu de Margot Asquith. Lady Ottoline Vlorel lui avait apparemment laissé lire des lettres que lui avait écrites jadis Lyton Strachey, dans lesquelles il répétait des indiscrétions au sujet des fiançailles de Virginia et Léonard. VW avait été invité à écrire sur Édouard Gibbon pour marquer qu'à bicentenaire de sa naissance, S. Nuit 1737. Un article intitulé L'historien et le Gibbon, paru dans le 7ls du 24 avril 1937, 1. Dans son homélie à sa conférence diocésaine, KL décembre, l'évêque de Bradford exprima son regret que le roi Édouard ne fût pas un pratiquant plus assidu et il y allusion à la nature religieuse de son proche couronnement. Ces paroles lui rapportées dans quelques journaux de province, le 2 décembre, et cela déclencha tude de commentaires et de nouvelles sur le roi et le Mrs. Simpson qui, dès lors, se répandirent dans la presse nationale liée semble 19.36 225 périodes de deuil. La reine se rend au chevet égal à de personnes âgées, visite les magasins d'antiquités et l'on dit qu'elle a fait l'achat d'une grenouille en or. Entre-temps, le sentiment populaire a changé, on en est arrivé à une sorte de mépris railleur. Il devrait avoir honte de lui, a dit la jeune femme du bureau de tabac. Timmy, MMY, le secrétaire de la reine, a dit à George Bergen que l'abdication est déjà réglée mais Narcy soutient que non, que les difficultés juridiques sont trop grandes. Bergen dit que le roi ne discute plus maintenant que pour obtenir un revenu suffisant. Le roi George ne lui a rien laissé, il a prodigué argent et bijoux à Simpson. Tous les ducs frères du roi ne font qu'entrer et sortir, ainsi que les chanceliers et les conseillers avec leurs serviettes noires.
Hier soir, Mary Hutchinson 4 a téléphoné qu'elle tenait de sources sûres, de Lady Diana Cope et Lord Brownlow 6, que quelques semaines auparavant, le roi, trouvant que Mrs. Simpson commençait à se lasser, était devenu fou de rage, et aussi que, malgré la mise en garde de tous ses amis, il était entièrement habité d'une sorte d'obsession bourgeoise, le mot est d'elle, du mariage. Il soutenait, après 2 ans de concubinage, que le mariage religieux était indispensable, alors que Mrs. Simpson n'en voulait pas. Il s'en fut donc trouvé Baldwin. Baldwin, selon Mary, apprit alors la situation, dont il ignorait tout jusque-là, et le reste a suivi. Mary dit que tous les amis du roi pensent qu'il est fou. Il aurait très bien pu garder Mrs. Simpson comme maîtresse jusqu'à ce qu'ils se soient tous deux lassés. Personne n'y trouvait à redire. Maintenant il a probablement perdu et a renoncé à la royauté, et nous a infligé à tout une légère mais fort perceptible humiliation. C'est drôle, mais j'y suis sensible aussi moi-même. L'autre jour, traversant Whitehall, je me suis dit, quelle royauté, celle d'Angleterre. Et la laisser ainsi aller au ruisseau, sentiment peu rationnel, mais qui n'en est pas moins ce qui éprouve le pays. Le Times, sans avoir l'air d'y toucher, fait du sarcasme aux dépens du roi. Son ton implique une grimace de dédain. Dans son éditorial de ce matin, il cite des lettres reçues, commençant par celle du début de la semaine, pleines d'une sympathie exacerbée, tandis que maintenant elles disent « Nos fils et nos frères ont quitté leurs femmes, leur amour et même quitté la vie pour le pays. Le roi ne pourrait-il pas en faire autant, mais tout se fiche désormais en la certitude que le roi ne le peut pas, et qu'il va rejoindre ses bagages à Cannes, encore une fuite passablement ignominieuse à mon avis. Il ira vivre en Amérique, disent Bergen, Tommy et la reine veut qu'il abdique. Si j'ai bien compris, Lady Diana, en route pour le fort du Belvédère, alla en passant rendre visite à Jacques Hutchinson, dans sa maison de santé pour lui demander son avis. Il estime que le roi devrait déclarer ouvertement qu'il renonce à elle et s'abstenir de la rencontrer pendant 1 an, puis en revenir à elle. Mais à pas l'artiste américain George Bergen, 1903-1984, alors en séjour à Londres, fut, du fait de son amitié avec Duncan Grant et avec Timmy, l'honorable Gérald Chichester, secrétaire privé de la reine Mary depuis 1925. Le canal par lequel les commérages de la cour se répandaient à Bloomsbury. D'après le récit détaillé et digne de foi de toute l'affaire de l'abdication que donne Franz Donaldson dans sa biographie d'Édouard VIII, il apparaît que VW était, dans l'ensemble, bien informé. Mary Hutchinson, malgré sa rupture 10 ans auparavant avec Clive Bell après une longue liaison et bien qu'elle évoluât dans un milieu plus sophistiqué que celui des Wolfe, avait conservé, de même que son mari St. John, 4 Jacques, des relations amicales avec les Wolfe et Bloomsbury en général. Lady Diana Cope, à l'éternelle beauté, et son charmeur de mari, du Cope qui à ce moment-là était secrétaire d'État à la guerre, avaient été les invités du roi lors d'une croisière de vacances sur la côte d'Almat en même temps que Mrs. Simpson qui n'était pas encore divorcée. Lord Brownlow, 1899-1978, gentilhomme de la maison du roi Édouard VIII qui, à la demande de celui de et l'attention des journalistes, quitta l'Angleterre pour Cannes 3 décembre, pour tenter d'échapper. Accompagna Mrs. Simpson lorsqu'elle remue l'esprit petit bourgeois détraqué du roi reste solidement fixé sur le mariage religieux. Mrs. Simpson, contrairement à ses autres maîtresses, lui donne une satisfaction physique complète. Leur jouissance est synchronisée, et l'on dit qu'elle est maintenant légèrement moins passionnée, alors que feront-ils au Kentucky? C'est à contre-cœur que je termine cette page, car je crois que c'est la dernière fois où je consigne quelque chose sur Édouard VIII dans ce cahier. Si j'écris demain ce sera, je suppose, sous le règne d'Albert, choix peu populaire, selon Mary. Tant pis. Cet après-midi je descendrai dans le brouillard jusqu'au centre de l'univers et j'irai rôder autour de la Chambre des communes. Vendredi 11 décembre c'est la première heure, ou plutôt, puisqu'il est 5h30 et que l'abdication a été annoncée à 4h, la première heure et demie du nouveau règne. Oui, je me suis dit que c'était bête d'aller acheter des sachets chez Sta et Mantle, que j'irais plutôt à Westminster. Un autobus m'est conduisit tout en haut de Whitehall. Là, la circulation était détournée et j'ai mis pied à terre. Whitehall n'était que bruit de pas. Les gens circulaient dans les deux sens, formant une foule non pas épaisse, mais mouvante. Très belle lumière d'or brunâtre,
trottoirs secs, lampadaires immobiles, alignement des lumières à Parliament Square et les bâtiments du Parlement découpés sur le ciel, lampe allumée dans la tour de garde, Bob, au en face du Horse-Boire, Ottoline, en noir et blanc et des lèvres sans les sourds rougis, venait vers moi. Elle coupa court à mon impulsion de fuir s'il s'imposa, nous fîmes demi-tour pour reprendre notre marche. Puis la haute comme à son habitude silhouette de Bob Trevelyan apparut vite et nous nous arrêtâmes tous trois pour parler. Il paraît que cela a été épouvantable. Je suis très attristée. C'est dommage, a-t-il abdiqué et je demandai. Non, mais on dit qu'il va le faire. Personne ne sait s'il l'a fait ou non, passe un souffle de gêne. La plupart des gens sont tristes, mais aussi honteux. Mais en même incité aussi, tant excités. Bob nous a quittés, non sans avoir tout sauté et reniflé sous quel roi, et dit que Outre n'avait pas si mauvaise opinion du duc d'York. Besogneux, puis nous avons repris notre flânerie dans l'avenue d'or brunâtre et par l'humeur examiné les superbes façades sculptées de quelle administration, je ne sais pas. Voilà la fenêtre par laquelle est passé Charles RM quand on lui a tranché la tête, m'a dit Ottoline, en me montrant les grandes fenêtres éclairées, dans leur encadrement de pierre blanche. C'est ce que ma mère trie le roi signa les documents de son abdication dans la matinée du 11 décembre. Ce même jour, dès l'après-midi, son message au Parlement annonçant sa décision fut lu à la Chambre des communes et le président ainsi que le Premier ministre M. Baudouin donnèrent, chacun, un compte-rendu simple et franc de la succession d'événements qui avaient ainsi abouti et du rôle qu'ils y avaient joué. Le règne d'Édouard VIII prit fin au ciel lorsque l'acte d'abdication fut transmis aux deux chambres le lendemain, 11 décembre, jour où Edou succéda son frère, Albert, duc d'York, sous l'appellation de George VI, le poète et humanistaire. C. Beau, Trevelyan, 1872-1951, était un vieil ami des Wolfe. Dans les années 1890, il avait partagé un logement avec Roger Free, lui, I.W. et R.G. Outre, 1879-1975, économiste et fonctionnaire du Trésor, était passé par Trinity College, Cambridge, et par la Société des Apôtres. La Siratum en nuage est tirée de la pièce de Shakespeare, seconde partie de Henri V, acte 5. Seigneurie, 1 de Whitkingy le Zognard, Spéa au recul, Charles fut décapité en 1649 sur un échafaud dressé devant la salière des banques à Whitolial le TH des Portland, 6e du nom, 1857-1943, était le demi-frère de Iatier Autolitio. Décembre 1936 disait toujours j'ai eu l'impression de marcher dans le XVIIe siècle, en compagnie de courtisans, et qu'Ottoline se lamentait non pas sur l'abdication d'Édouard, des gens continuaient cependant à déambuler de part et d'autre, mais sur l'exécution de Charles. C'est affreux, affreux, répétait-elle sans fin. Bien entendu, Portland est content qu'il s'en aille. Pauvre petit sot, il faut toujours qu'il se mette en colère. Il n'a jamais supporté qu'on lui dise quoi que ce soit de déplaisant, mais rejeter la couronne. Enfin, il ne l'a pas encore fait, pour autant que nous le sachions. À voir la rue qui s'incurvait, les gardes rouges et argent, rassemblés dans la cour, avec le parc et les bâtiments blancs du gouvernement à l'arrière-plan, tout n'était que grandeur et beauté, rappelait parfaitement la noble, la sévère, l'aristocratique Angleterre des Stuarts. Cependant, rien ne semblait advenir. Ottoline donnait un thé. Nous avons donc ailé un taxi. Avez-vous des nouvelles demanda le chauffeur. Non, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve qu'il devrait. Nous ne voulons pas d'une femme qui a déjà eu de mari, ni d'une américaine quand il y a tant de braves jeunes filles anglaises. Nous roulions et bavardions ainsi quand survint une voiture de presse avec un placard portant en grosses lettres le mot « abdication ». Elle s'arrêta à notre hauteur, et les premiers journaux du lot furent achetés par Ottoline et par moi. Nous vivons les premiers instants d'un nouveau règne, et je dis à Milly qu'il nous ouvrait la porte au numéro 10. Mais elle était tout agitée parce qu'un visiteur inattendu, un homme en par-dessus, était le dimanche 13 décembre. Puis nous avons eu le message à la radio 11. Le prince Édouard vous parle depuis le château de Windsor, comme nous l'a annoncé le maître des lieux avec émotion. Sur quoi, avec un léger bégaiement au début, d'une voix tendue, inflexible, comme s'il parlait le dos au mur, le roi, mais cela n'est déjà plus de mise, le titre s'est attaché de lui-même à York, commença point. Enfin, je puis vous parler, la femme que j'aime.
Je ne possède aucun de ces dons, enfin on atteint là au vif de la nature humaine, je supposais on a affaire aussi à un esprit d'acier, absolument déterminé, à un jeune homme très ordinaire. Mais la chose n'avait encore jamais pris cette dimension. Un homme seul, du haut de la tour Augusta du château de Windsor, s'adressait au monde entier au sujet de Mrs. Simpson et de lui-même. Dehors, le square était un parfait désert. Tous les gens s'étaient retis aux les résidences pour aller écouter, juger, Miss Strachan, employé de l'âge presse, omnibus s'était refusé à écouter de peur de sympathiser. Puis Édouard poursuivit était de cette même manière tranchante, disant exactement ce qui s'imposait vide au sujet de la Constitution, du Premier ministre et de Sa Majesté ma mère. Pour finir il dit dans un cri God Save the King, après quoi j'entendis monter son soupir, presque un sifflement. Puis le silence complet, et ensuite 10. Millienne, Mildred Ellis, était, depuis des années, la fidèle femme de charge de Lady Ottoline. Les Vlorel, depuis 1927, habitaient au Diggowe Street, Bloomsbury 11, Royal XS, sa Royal Seigneurie, Édouard, selon ce qui était désormais son titre. S'adressant à la nation par la radio du haut de la tour Augusta du château de Windsor, à 9h du soir, le 11 décembre 2011 fut introduit par le directeur général de la BBC, Sir John Rare, 1889-1971. Les derniers mots furent prononcés par le speaker principal de la BBC Stuart Ribet, 1893-1983 décembre 1936 mais Monsieur Ribet qui disait et maintenant nous fermons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, et voilà qu'on nous avait bordés dans nos lits. Le 18 décembre, les Wolves prirent la route pour Rodmell, afin d'y passer Noël et d'y séjourner jusqu'au 16 janvier. La veille de Noël, ils firent une vingtaine de kilomètres vers le Gore pour se rendre à Flushing où Gibbon est enterré, dans le mausolée du comte Sheffield, Souami, dans le transept nord de l'église. Le jour de Noël, ils déjeunèrent et prirent le thé à Tiltou, chez les Keynes, et la veille du jour de l'an, ils dînèrent à Charleston. Jeudi 31 décembre j'ai là, disposé devant moi les épreuves et les placards qui doivent partir à aujourd'hui, sorte d'ortie brûlante que je ne veux pas voir. Je n'ai même pas envie d'écrire à ce sujet dans ce cahier. Un diva soulagement d'en avoir fini, que ce soit bon ou mauvais, s'est emparé de moi ces derniers jours. Et, pour la première fois depuis février, dirais-je, mon esprit s'est redressé comme un arbre violemment secoué se débarrasse d'un fardeau. Je me suis plongé dans Gibbon et j'ai lu à n'en plus finir pour la première fois depuis février, je crois. Et maintenant, revenons-en à l'action, au plaisir et aux sorties. Il conviendrait, je crois, que je prenne quelques notes intéressantes et utiles sur la nécessité absolue pour moi de travailler, d'être toujours en quête de quelque chose. Je ne pense pas que se consacrer intensément et exclusivement à l'élaboration d'un gros livre soit un état souhaitable. Je veux dire que si jamais, par la suite, j'entreprends à nouveau pareille tâche, ce dont je doute, je me forcerai à écrire de petits articles pour varier. Toujours est-il que ce n'est pas maintenant que je me demanderai, suis-je capable d'écrire? Je vais m'oublier totalement et travailler. Gibbon d'abord, puis quelques petits articles pour l'Amérique, puis Roger, puis 3 Guinées. Lequel des deux aura la priorité? Comment passer de l'un à l'autre? Je n'en sais rien. En tout cas, même si les années sont un échec, j'aurai beaucoup réfléchi et amassé un petit trésor d'idées. Peut-être suis-je à nouveau sur un de ces sommets où j'écrirai 2 ou 3 petits livres. J'ai suffisamment de savoir-faire pour continuer, nul vide en moi. Et pour prouver cela, je vais rentrer à la maison, prendre mes notes sur Gibbon et commencer à ébaucher soigneusement mon article. Judith Stephan, la nièce de VW, vint à Monkshods le 2 janvier pour y passer 2 soirées. Outre les habitants de Charleston, les autres visiteurs furent les Robson, les Keynes, ainsi que Rosamond Lehman et son mari, qui vinrent pour le thé le 10 janvier. Le 8, les Wolfe allèrent prendre le thé chez Elisabeth Robin, à Brighton. Avec le paragraphe qui suivait W entame un nouveau cahier, le cahier XXVI. Dimanche 10 janvier encore un jour sans vent, éblouissant de lumière. Et Tommy est mort. On l'a enterré hier, juste au moment où Clive disait que ces derniers temps personne n'était mort. Et puis Tonk, lui aussi est mort, HLCA. Mais la mort de Tommy est assez particulière. Nous avons dit, en général, que c'était sans doute une bonne chose,
car depuis 3 ou 4 ans il ne se montrait pour ainsi dire plus, et lorsqu'on le voyait il semblait ravagé par sa propre souffrance, ne pouvait plus travailler, était un raté, il déchirait tout et tout un chacun à belles dents, en proie à une sorte de rage égocentrique. Rosamund Lehmann a dit qu'il restait assis sur la pelouse, pendant des heures, à faire le procès des femmes, à se plaindre de son sort. Il était devenu obèse, d'une pâleur malsaine et l'on racontait qu'il buvait. D'après Duncan, il passait le plus clair de son temps à boire dans des pubs, du côté de Tottenham Court Road. Julia, qu'il aimait pourtant, déclarait que personne ne pouvait vivre avec lui. Chacun y allait de sa remarque, à croire qu'il avait fait un pied de nez à tout le monde avant de disparaître. Mes relations avec lui chopèrent sur ce buste, pour lequel j'ai dû subir de sa part un examen minutieux, d'un acharnement névrotique qui me donnait le frisson, et qui m'amena, peut-être à mon insu sur le moment, à prendre une attitude déraisonnable et perverse. Mais quel égoïste c'était! Quel individu toujours prêt à parler de soi, à s'embrouiller dans les complications pitoyables de sa psychologie personnelle. Je l'entends encore ce Henry Tonk, professeur d'art à l'Académie Stade, puis à l'Université de Londres, avait été placé à côté de VW à un dîner, voir VW, journal, mars 1935. Ce qui avait rappelé à VW qu'il était venu jadis donner son opinion sur les tableaux de Vanessa. Il était mort le 8 janvier dans sa maison de Chelsea. L'honorable Stephen, Tommy, Tonlin, sculpteur, mourut le 5 janvier. VW avait fait sa connaissance en 1931 et, au cours de l'été, avait accepté, de mauvaise grâce, de poser pour lui. Le plâtre original du buste qu'il fit d'elle se trouve à Charleston, et les bronzes à Monkshood et à la National Portrait Gallery. En 1927, il avait épousé Julia, la fille aînée d'Oliver Strachey. Mais ils ne vivaient plus ensemble depuis quelques années assez dans l'historique de ces malheurs, qui commencèrent, bien entendu, avec la entente de ses parents lorsqu'il était enfant. Puis il y eut la mort de Garrod, puis ses difficultés avec Julia. Comment elle s'était éprise d'un autre. Comment il continuait à l'aimer. Mais ce qui est vraiment curieux, c'est que jadis, il y a des années, il montrait plein de sensibilité, plein de cœur, de sympathie. Par exemple, lorsque un camp était tombé malade, à Cassis, je le vois encore qui entre dans le salon, l'U-37. Gordon Square, les bras grands ouverts et Nessa qui l'embrasse, en larmes. Puis lorsque Carrington s'est tué, il vint nous voir le soir même pour nous faire part de la nouvelle et m'épargner le choc de l'apprendre directement. Oui, je me souviens de son curieux visage comme écrasé, de sa souplesse, de ce qu'il avait d'ardent, d'amical, de chaleureux, de frémissant. Le voici, assis au salon, lorsque nous avons allumé le poêle pour la première fois. La pièce était pleine de fumée, et il parlait de moi et de mon œuvre alors, pas de lui-même. Il était extrêmement loquace. N'importe quoi l'inspirait. Et il avait le don de se faire aimer des gens, Angus, Eddie, Barbara. Mais il y avait en lui quelque chose de tordu, de difforme, je ne sais trop quel mouvement de profond dégoût, un malaise. Dernièrement, il avait tenté, je crois, de vivre seul à la campagne, mais cela ne lui avait pas plu. Il fréquentait les tavernes et fuyait la compagnie des gens respectables. Nessa et Duncan disent qu'ils sont restés longtemps sans le voir. Et puis voilà qu'il attrape un certain microbe, Kitley, Augustus, John qui l'hébergeait, pour entrer dans une clinique de Boscombe. Oliver, Strachey, était la seule personne qu'il consentit encore à voir, et c'est ainsi qu'il est mort à 35 ans. Vie tragique, vie gâchée. Il y a là quelque chose de déplorable et l'on peut déplorer aussi que nous ne le ressentions pas davantage. Cependant, cela me vient par à-coups tout au long de cette matinée printanière. Adrien, qui a téléphoné, a déclaré que cette mort était une très bonne chose, qu'il s'agissait d'un cas désespéré. Lui n'avait pas su la nouvelle, mais simplement entendu quelqu'un dire « Pauvre Tommy, j'ai griffonné cela parce que je me suis mise en congé pour ce matin. J'essaie de pondre un article sur la pêche destinée au NS. Mon gibbon aurait besoin de retouches, mais pour le moment le cœur n'y est plus. Je vais donc en revenir à Elisabeth Robin et Octavia Wilberforce 5 avant que Quentin et Angelica n'arrivent pour partager notre dernière dendrotie. Elles habitent Montpellier-Cresse, en croissant de lune, une maison solide, propre, plutôt simple. Miss Robin était assise seule dans sa chambre, pièce de derrière aux tables bien cirées, aux livres substantiels, housse sur le mobilier.
Au-dessus de la cheminée, un dessin représentant Tonlin, qui avait abandonné ses études de droit pour faire de la sculpture, était le second fils de Lord Tonlin, juge à la haute cour. Georges Garreau-Tonlin avait trouvé la mort dans un accident d'avion en 1931. Pour la maladie de Duncan Grand à Cassis voir, VW, journal, 23 janvier 1927. Pour le suicide de Carrington, l'ami dévoué de Lytton Strachey, voir VW, journal, 12 et 17 mars 1932. Angus Davidson, qui avait travaillé pendant 3 ans à la Hogarth Press, vivait maintenant en Cornouailles où il écrivait une biographie d'Edgar Lear qui parut en 1938. Eddie et Edward Sackville-West, et Barbara Bagenal qui avait été une condisciple de Carrington à l'Académie Slade et sa grande amie, l'article de VW sur la pêche, inspiré par le livre My Sporting Life, ma vie de chasseur et de pêcheur, du Major J.W.I., voire plus loin 17 janvier 1937, note 9, ne parut pas dans le NSN, mais à titre posthume dans De Moments en 1948. Elisabeth Robin, jusqu'à son retour en Amérique en 1940, partagea une maison 3 lirée au nom sus Octavia Wilberforce, arrière-petite-fille de William Wilberforce, émancipateur dont I. K.S. Huelt, tint la seconde épouse de l'arrière-grand-père de V.W., James Stephan. Elle n'eut pas d'en de lutte 1er janvier, 9, 37 hiver pour cheveux bouclés, grisonnants. De ses yeux, elle dit que ce sont ceux les pieds d'un faune. Le regard est très intense et d'une luminosité soudaine, des chaises comme chez les actrices. Tous ces mouvements anguleux, tendus, ont pris une certaine rigidité. Elle nous a soigneusement, mais sans trop s'étendre, questionné sur son livre si c'est Dieu c'est si nous lui avons dit la vérité et si ce que nous avons dit a servi à quelque chose, car elle n'est plus de la première jeunesse et, de toute évidence, a un passé mouvementé et plein d'intérêt. Elle est loin d'avoir tout dit. Je la soupçonne d'être passée par de nombreuses expériences, tant sentimentales que physiques, qui se sont cristallisées en opinions fermes et substantielles sur la vie, la religion, ou plutôt l'aversion de la religion, le travail, la sexualité. Elle se lançait dans un panégyrique plein d'émotions, là aussi, et non sans style sur Octavia W. quand celle-ci a fait son entrée, tout en noir, avec une chaîne d'argent enroulée plusieurs fois sur elle-même, le teint éclatant, de belles dents, l'esprit sain, comme il sied à un médecin, et un bon sourire franc, qui m'a plu. Devant mon assiette, elle avait placé une statuette de porcelaine, de W. Wilberforce, et devant celle de elle une autre, de Hannah Morset. Cela nous amena, elle et moi, à discuter de nos relations, à mon avis mythique. De là, nous sommes passés aux études, elle n'en a pas fait. Aux familles, ils étaient 9 dans la sienne, et on l'obligeait, contre son gré, sous la pression des sentiments familiaux et de convenances archaïques, à rester à la maison. Ce n'est qu'à force de lutter qu'elle réussit à se libérer pour devenir médecin. À Brighton où elle pratique depuis 13 ans, les gens jouent parfois au bridge 6 ou 7 heures d'affilée, ils n'ont pas d'enfants, les maris vont travailler dans leur bureau à Londres. De temps à autre une promenade en voiture, etc. Je ressentais cette excitation et cette exubérance qui signifie que je suis contente d'être là à bavarder, et nous avons remué bien des souvenirs. Ainsi, Père avait invité Elisabeth Robin à sa causerie sur les bienfaiteurs oubliés. Je ne pourrais dire l'effet que cela m'a fait. C'était extraordinaire. Très courageux de sa part. Je me demande comment il a eu ce courage. Non, je ne peux pas dire ce que j'ai éprouvé à l'entendre 8. Et là, elle tourna court, s'arrêta. Et vers 7 heures, lorsque nous sommes sortis dans la nuit noire, je me suis demandé, et maintenant que pense-t-elle de nous? J'espérais que nous avions fait bonne impression. Octavia a dit que je devais en savoir long sur la vie des autres pour écrire une chambre à soi. Cela m'a fait plaisir, ayant lu ce matin-là quelque chose sur mon vide lyrique. Ah mais je vais penser à l'aiguille. Elisabeth Robin avait écrit un livre sur son frère, intitulé Raymond et moi, que Macmillan avait accepté de publier mais à des conditions qu'elle avait trouvées inacceptables. En décembre 1936, elle avait donc envoyé le manuscrit au Wolf et c'était de ce livre-là qu'il discutait alors avec elle. Ils acceptèrent de le publier, mais le colonel Robin s'opposa à ce que l'ouvrage parût de son vivant, et ce n'est qu'après sa mort en 1955 que L.W., à qui Elisabeth Robin avait légué les droits d'auteur, le fit paraître avec un avant-propos pour expliquer les choses. À sa suggestion,
Macmillan publia une édition pour l'Amérique, voire QB, I plus LWP, Sussex. Anna More, voire plus loin l'évêque en Juponzès, était une grande amie des Wilberforce et des Stephan. Le Mausoleum Book, le livre de Leslie Stephan, présenté par Alan Bell, 1977, page 98. Le 20 octobre 1895, j'ai fait une conférence à l'Ethical Society sur les bienfaiteurs oubliés. Son intention était de parler de Julia, sa femme, sans mentionner son nom. La conférence fut publiée dans le volume 2 de son ouvrage Social Rights and Duty, Droits et devoirs sociaux, en 1896. Bien que l'expression vide lyrique n'ait pas été réellement employée, l'idée est bien exprimée dans une discussion sur la manière d'écrire de VW, au chapitre Le roman romanesque de l'ouvrage de Philip Anderson de Norve. Today, le roman d'aujourd'hui, 1936, que VW avait dû lire 32 janvier 1937. Cléopâtre, quand j'affronterai mon vieux cauchemar, et alors j'aurai vite fait de laisser derrière moi, en piquant un petit galop. Oui, je crois que j'en suis capable. Elle va faire prendre de l'exercice à Sally après son bain. Moi, il me faut profiter cette extraordinaire et chaude journée de printemps pour travailler et ouailler. C'est le meilleur remède que je connaisse, comme je l'ai écrit à Bruce Ishmont. Les Wolves regagnèrent Tavistock Square le 16 janvier, dans l'après-midi. VWA par mégarde daté le paragraphe suivant, dimanche 18 janvier, dimanche 17 janvier nous voilà rentrés. Le pauvre elle grogne, prenant ma belle pour prétexte à sa mauvaise humeur. Grand Dieu, soirée assez bonne tout de même, mais pas la matinée, en tout cas, épreuve à corriger, poussière, mais que Londres, et mon tranquille, pas un bruit. Il faut que je me décide à travailler, et à m'éribaquer briser le cercle enchanté de illisible. D'abord il faut que je range, Virginia Brett, que je jette tous ces vieux feuilles à des années, que tout soit propre. Tom Elliott déjeuner demain avec Liv, pour rencontrer je ne sais qui. Ce grand mystère m'amuse plutôt. Je pense à Jackie et Violet Dickinson. Beau, ou de manuscrits à lire. J'irai aussi à la National Gallery. Et aux Eaux-Feux du 21 janvier, il paraît que Miss West est en train de mourir d'une pneumonie. Promenade mélancolique avec elle, sous la pluie. Pensées habituelles, et ceci, en plus, j'ai été trop distante, jamais assez amicale, et je ne l'ai jamais invitée à dîner. Il faut que j'arrive à vaincre cette réserve, pour autant que j'en sois capable. Il y a si peu à faire. Du moins qu'on le fasse si l'on en a la possibilité. Quel mutisme dans nos rapports. Je passe devant son bureau et pense que j'aurais pu entrer, et que je n'aurai plus jamais l'occasion de le faire. Vendredi 22 janvier, Miss West est morte hier, et Miss Odlett s'en prend à Miss Bevan, malade à Dorting. Miss Epworth vient voir elle au sujet d'un poste, on se pleut à verse. Hier soir, j'ai fait sortir ses griffes à Vanessa, en lui parlant de l'essai de Julian sur Roger, l'obélisque de Londres, qui se dresse à Victoria en Banquem. Sans doute VW se réfère-t-elle là à une comparaison imagée employée par Sir James Jean dans son ouvrage 711e Mysterious Universe pour montrer la relativité du temps humain. VW a cité le texte en question dans son journal le 21 janvier 1932, voir VW, journal. John Whalley, Jacques, il était le veuf et Violet Dickinson l'ami, du moins à l'origine, de Stella Duckworth, la demi-sœur de VW qui mourut en 1895. Tous deux étaient donc au nombre des plus anciens amis de VW. Les invités étaient, en fait, outre Raymond Mortimer et T.S. Fillot, sa très riche amoureuse américaine, Mary Baquet, voir VW Journal, 18 juin 1932, et l'honorable Virginia Brou, fille du vicomte Taché. Margaret avait été eue de beaucoup et à tout point de vue la meilleure. VW, Light l'été, VI, il 3 2141, gérante de la Hogarth Press depuis 1933. Rosalie Odlett avait partagé un logement avec Margaret West. Miss Bevan avait travaillé sous ses ordres à la Hogarth Press. Miss Barbara les poitéages allait une plaque remis, lieur, au pot, te représentant transformation des plus curieuses. On aurait, ni qu'une tigresse tapie au fond d'une grotte se mettait à gronder. Vita à 5 déjeuner aujourd'hui, et revu mon gibon. Vais maintenant, je crois, faire le tract des artistes à. Et ensuite, oh, quelque chose pour le NS samedi 2 IJHI, première journée de bruine et de brouillard,
Enterrement de Miss West à Goldegréan. Même table, même fleurs, un petit cercueil violet, un pasteur à la forte carrure, qui ressemblait à un aigle, et une poignée de vieilles filles mal fagotées, très âgées et infirmes. Miss Sodlett menait le deuil, avec ses mains noueuses, son vieux visage rose, des yeux d'un bleu fade, au regard ferme. On n'aurait rien pu imaginer de plus terne, de moins éclatant. Et nous avons dû nous lamenter tout au long de l'hymne 478, ou un chiffre approchant, sur les saints qui reçoivent leur dû. Mais seul chantait l'employé des pompes funèbres ou l'un des garçons du crématorium. Une femme fit entendre un instant sa voix fluette, puis y renonça. Elle et moi suivions tout cela lugubrement. Puis l'employé pressa un bouton et le petit cercueil disparut par une ouverture. Après quoi nous nous sommes rassemblés dans le cloître et nous avons passé en revue les couronnes. Puis on fit avancer Miss Sodlett, qui nous serra cérémonieusement la main et nous remercia de nos lettres. Quant à Miss West, si elle avait été un petit chat ou un petit chien, je crois que les sentiments auraient été les mêmes. Et pourtant il y avait quelque chose de vivant, de drôle, de bienveillant, de joyeux même, dans la pièce du sous-sol où elle était installée, entourée de papiers bien rangés, d'un cheval pommelé, d'une fleur sculptée dans le bois et d'un morceau de linoléum vert. Elle vint nous annoncer qu'il était l'exécuteur testamentaire de la modeste somme que possédait Margaret. L'une des couronnes était ce qu'elle appela une couronne d'auteur de romans à succès. Miss de la Field 15 était là. Mais je crois que, d'une façon générale, Miss West s'est plu à la Hogarth Press. Elle aimait les réceptions littéraires, et elle avait un caractère dévoué, tout à fait désintéressé. Mais ce sont les obsèques et l'impression d'irréalité qu'elle donne. Jeudi 28 janvier. Jeudi 28 janvier, me voilà une fois de plus plongé dans le bonheur tumultueux du rêve, ce qui revient à dire que j'ai commencé 3 guinées ce matin et que je ne peux pas m'arrêter d'y penser. Je me propose de l'écrire dès maintenant, sans plus hésiter, et je pense que j'en aurai peut-être fait le plus gros d'ici à Pâques. Mais de temps à 13, avant que Julien Bell ne parte pour la Chine, W. l'avait encouragé à rédiger ses souvenirs de Roger Free, ce qu'il fit sous forme d'une lettre de AA, qu'il présenta comme une sorte de testament définitif sur bien des sujets et envoya à sa famille en mars 1936, dans l'espoir que les Wolff la publieraient en entier dans leur collection. Lettre de la Hogarth, V.W., qui, à ce moment-là, était souffrante, la fit dactylographier, mais elle ne l'a lu qu'au mois de juin et, dans une lettre à Julien, datée du 28 juin, non publiée, en fit l'éloge et la critique, et expliqua pourquoi on ne pouvait envisager de la publier. Julien ne lui donna pas de nouvelles jusqu'à la fin de l'année où il reconnut qu'il avait été blessé par la réponse de V.W. Finalement l'essai fut publié par l'AHP dans le volume posthume, Julien Bell, essaya, Rio and l'été 14. Tract des artistes américains, tract des artistes alliés, on n'a trouvé aucune explication vraiment satisfaisante. 15. Miss Lorna Lewis faisait partie du cercle des amis de Margaret West, de même qu'F.
Monsieur de la Ciel, 1890-1943, l'auteur du livre à succès Méofa Provincial Lady, Journal d'une provinciale, 1931, qui ne parut pas à la Lyogard Press Ilb, cricket professionnel. Satisfait, je crois, de sa situation et l'esprit toujours prodigieusement curieux voudrait vivre jusqu'à 170 ans, il en a 70. L'aurait-on vu derrière un comptoir, il aurait paru incarner le type même du petit épicier affilé. Derrière son bec acéré, j'avais peine à déceler l'existence d'une liasse de livres et j'ai dans l'idée que, lorsqu'au cœur de la nuit il regarde en face sa Trinité, il pense, à juste titre, que bon nombre de ses ouvrages ne valent rien. Il en feuillette les innombrables pages, puis envoie promener la culture, mais n'oublie pas qu'il a produit une œuvre considérable et estime qu'il en subsistera quelque chose. Il s'amuse de la place qu'il a occupée. De Bronlecamp à Regence Park, il s'amuse de la baronne et sans doute de fournir la plus grande circulation de livres qui soit au monde. Il a un côté humain, brutal aussi, de même, est totalement dépourvu de sens poétique. Je griffonne ceci tandis que la neige obscurcit ma verrière. Nous n'irons pas à Rodmel. Je n'aurai pas à distribuer de prix aux jeunes amis des animaux. Et nous attendons ce que Monsieur Rich, des éditions Rich et Cohen, aura à nous dire de Miss Lange. Une légère sensation de malaise passe déjà comme un soudain brouillard au-dessus de moi, prélude à la parution des années. Miss Bevan a lu les épreuves mais ne dit rien. Miss West les avait probablement lues mais n'a rien dit. Et il faut que je m'attende à la même attitude de la part de mes amis. Et il va falloir que je me plonge dans 3 guinées, de manière que les autres voix ne me parviennent qu'à peine. Ce sera prodigieusement déprimant, mais je surmonterai cela, j'en suis sûre. Vendredi 12 février. Pourquoi venir écrire dans ce cahier? Simplement parce que je suis atrocement inquiète. Elle va chez un spécialiste de Harley Street aujourd'hui, à 4 heures, pour avoir le résultat des examens, savoir si le sucre est signe de diabète, ou provient de la prostate, ou si ce n'est rien de sérieux. Et il faut que je regarde la réalité en face, c'est-à-dire garder mon calme et me maîtriser si le bilan n'est pas bon. Seul le travail peut m'aider. Voilà la conclusion à laquelle je suis parvenue hier soir. Sans doute n'est-ce qu'une question de traitement. Toujours est-il que nous le saurons bientôt, à moins que l'on trouve bon de nous faire attendre. C'est une journée froide et très belle, et nous irons directement à Rodmel, où se tient une réunion du Parti travailliste et où nous attendons Quentin à dîner. Depuis le 28 janvier, j'ai travaillé d'arrache-pied à 3 guinées. Le mieux est de continuer, même si je n'arrive pas à terminer, mais je crois que j'y parviendrai, c'est mon seul soutien. Je l'ai bien mise en train, c'est-à-dire qu'avec la forme que j'ai choisie là, je puis y déverser tout ce que je veux assez sommairement et rapidement. Divers personnages entrent et sortent en passant, mais cela devient un peu flou. Nous avons eu aussi cette inquiétude à propos de Julien. Il dit à C.H. Moron qu'il a l'intention de s'engager pour l'Espagne. Le fils des Cornefort a été tué là-bas la semaine dernière. Mais cela ne me fait plus maintenant le même effet qu'avant les 20. Le père d'Well, joueur de cricket professionnel, avait été aussi un commerçant malchanceux à Bron-les-Pins. Poussé par des sentiments et des raisons à la fois personnelles et politiques, Julien Bell démissionna de son poste de professeur à l'université de Wuhan et s'embarqua pour Marseille à la fin de l'année 1937. Il avait demandé à sa mère de venir à sa rencontre en France, mais ce fut par Charles Moron que Vanessa apprit son intention inébranlable de se rendre directement en Espagne pour se joindre à la brigade internationale. Bien qu'il, riait 937 236 déclarations de Julien Elor, Itionusonim rentré Nessa avait un de ces accès d'extrême abattement, toujours cet extraordinaire abîme de désespoir. Mais moi je dois lutter, c'est mon instinct. Et il se peut heureusement que ces déclarations soient excessives, mais nous avons un horrible après-midi en perspective et ne pouvons y passer outre. C'est bizarre cependant que n'importe quelle sorte d'action, le simple fait d'avoir à se préparer pour partir, rend la pensée impossible. Je me sens comme l'homme qui devait continuer à danser sur des briques brûlantes. Je ne peux pas me permettre de m'arrêter. Je suppose que c'est la raison pour laquelle j'écris ici, ce qui explique pourquoi Tolstoï et sa femme tenaient chacun un journal. Lundi 15 février, aller à Rodnell vendredi soir, libéré de ce poids. Géo, c'était merveilleux de l'arpenter Harley Street pendant 1 heure, les gens me regardaient. J'ai acheté un journal, laissé tomber mon mouchoir, revenant toujours aux portes battantes du 149.
Les gens continuaient à entrer et sortir. Je ne me décidais pas à faire demi-tour. Elle est arrivée dans son nouveau par-dessus clair, et enfin, juste avant 5 heures, elle souriait. Ma foi, il était parfaitement calme et tout a repris aussitôt ses vraies proportions. Graham pense que c'est seulement une question de régime, trop grande consommation de sucre, n'a même pas voulu examiner elle pour diabète, n'a rien dit de la prostate, a trouvé tous les organes absolument sains. Lui a dit de continuer à se nourrir comme auparavant jusqu'à ce que Hansman donne son avis, et les symptômes de elle ont presque disparu. Ainsi, comme je le disais, nous avons fait tout le trajet en proie à cet état bizarre de soulagement qui semble autant physique que moral, comme si le corps pouvait se déployer et se laisser gagner par la chaleur et le sommeil. Ne sommes arrivés qu'à 7h30, avons dû dîner rapidement. Quentin a téléphoné pour dire que sa voiture était tombée en panne. À la réunion du parti, Lyon Locas est plein d'entrain. Quentin est arrivé à 9h30, en bottes de caoutchouc, et complètement trempé, a dîné à 10h30, puis est reparti à travers les collines, sous la pluie. Et au-dessus de nous planait ce même sentiment d'aise et de contentement, comme si un nouvel espace de vie nous avait été accordé. Dimanche, il y avait dans l'Observé 2 petites notes plutôt favorables au sujet des années et j'ai remarqué, non sans plaisir, que tout éloge, toute critique ou parole concernant ce livre ne me fait pas plus d'effet qu'un chatouillement de plume à un rhinocéros. C'est la vérité et c'est étonnant. Je rapporte cela à ma révélation philosophique de 19324, que l'on ne compte pour rien, et aussi au fait que je suis absorbé pour le moment par 3 guinées, eussent échangé une correspondance très intime. La décision de Julien est un très grand choc pour Vanessa implora son fils de revenir et, Angleterre pour discuter de ce avenir avec elle et d'autres et c'est finalement ce qu'il faut, voir plus loin. 12 série mars 1937 Loin, Honfort, 1915-1936. Poète, communiste étive de Francis et Française Cornior, que VW avait connu Nibritj, fut tué sur Cafron de Clordoba à la fin du mois de décembre dans un engagement de la Litigade internationale. 2. Les spécialistes consultés Paris. W était le 1, R, Orgeraham, de l'Arles Street, et MRJ. Stuart et Lancement, de Chester Street 3. Nil Lyon 188, 1, 940, auteur et jour 4. Le nouveau roman de Mrs. Wally avait accent aigu lire dans la chronique audio, Lio réflexion philosophique de VW, voire W hebdomadaire ne m'intéresse, il isolument pas. 19 février, 17 jeudi 18 février il y a maintenant 3 Silmilio, je travaille à 3 Guinées j'en ai fait 38 pages. Ayant épuisé cessé un îloal pour le moment, j'aspire à un changement de quelques jours. Pour cire quoi je n'en ai pas encore la moindre 00 idée. Et un minable monsieur, du syndicat de l'automobile, est 38 venu troubler ma paix en communiquant un exemplaire de la Saturday Review, USA, où il est dit que je fabrique du voile et de la dentelle, me tiens à l'écart des salons, etc. Je vais prendre quelques minutes pour écarter ce démon. J'ai l'absolue conviction que 7600 la prochaine étape de ma vie se fera sous les sifflets et les réactions houleuses de ce genre. Si je vis encore 15 ans et continue à écrire, on changera probablement de chanson. La question que je dois maintenant régler est celle de l'attitude à adopter pour le moment. Cette sorte de sarcasme a un effet inhibiteur. Naturellement, la raison me dit que c'est la mauvaise humeur du prolétariat qui cherche sa justification. Il faut que j'aille jusqu'à me libérer du besoin même de me défendre. Je veux avancer en suivant ma propre voie. Pour cela il me faut toujours avoir un livre ou un article en chantier, sauf lorsqu'il nous est possible de nous échapper vers d'autres lieux, comme j'espère bien que nous pourrons le faire en juin. Mais à Londres où je suis exposé toute la journée et tous les jours à la critique, il faut absolument que je me raidisse dans ma résolution pour me protéger, et je crois que j'ai trouvé, à point nommé, une nouvelle sorte d'indifférence. J'en fais l'essai avec les petites vexations et les sarcasmes. Comme cela importe peu finalement, comme cela compte peu pour les autres. Que mes livres soient bons ou mauvais, cela n'a guère d'effet sur le monde. Et le voilà, le monde. Il est fait de galeries de peinture, du Caledonian Market, de Nessa, de Gibbon, d'allées et venues à Monxos, de promenades, de plans pour réaménager une chambre, et de la projection continuelle de mon esprit à 2 ou 3 lieues en avant. Spenders est venu prendre le thé et dîner l'autre jour, le 16 février. Très beau jeune homme,
si ce n'est qu'il ressemble un peu trop au poète conventionnel, joues creuses, grands yeux bleus, peau toujours brûlante, beaucoup d'enthousiasme, mais tempéré depuis qu'il s'est marié. Il montre en effet plus de tranchant et de dureté, car son ami s'est engagé dans la Légion, et se bat en Espagne. Inès, qui ne se soucie de politique que comme on le fait à Oxford, est installée à Bruxelles, où elle étudie des manuscrits espagnols. Stefan trouve que c'est intolérable. Alors pourquoi vous êtes-vous marié, lui avons-nous plus ou moins ouvertement demandé. Pour se stabiliser, parce qu'il craignait la vie de vieux matou tigré que mène William, Plomé, bien à l'abri, au coin du feu. Maintenant il est déchiré entre deux tendances. Et Inès est là-bas, à son bureau, afin de pouvoir se rabattre sur son travail au cas où il serait tué en Espagne, lui, mais il ne s'agit que d'émissions à la radio. 5. Par Herbert Mullet, dans un article Virginia Woolf et le roman féminin, Saturday Review of Literature, New York, le marché aux puces de Londres 6. Le poète Stefan Spenders, 1909-1995, avait fait un mariage assez improvisé en décembre 1936. On avait, en effet, épousé Mary Agnès, Inès, Pearn, étudiante en poétique espagnole dont il avait fait la connaissance à Oxford, lors d'un meeting en faveur de l'aide à l'Espagne. Sur Quater, Tony, un Drennan, l'ami avec lequel il vivait depuis plusieurs années, s'était engagé dans la brigade internationale et Spenders arrivait en Espagne pour occuper, à Valence, un poste à la radio qui devait se révéler illusoire. On peut lire le récit de cet attard dans son autobiographie, World Within World, 1951, où un lame porte le nom de Jimmy Yoon Gs. Février 1937 parlait de l'Inde. A été très fortement impressionné par l'administration anglaise, mais surtout par les chutes de température comme ça, disait-elle, en promenant le doigt le long de la nappe. Et puis, je t'y sais plus. J'ai taquiné la vieillette.